m'entends? Je t'entends parfaitement. Ok, Monsieur nickel. Bustaflex, Yeah. bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça va bien, super. Merci infiniment d'être là. Merci beaucoup. Franchement, ça nous fait énormément plaisir. Plaisir. Comme j'ai dit à mon collègue Le Boucarno, voilà, parole véritable, nous, c'est des discussions. C'est pas des interviews, on n'est pas des journalistes, etc. Nous, on discute culture, on discute hip-hop. Et on sait que toi, t'es le hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Oui, super. Je sais que dans cet état d'esprit, etc., j'ai cumulé plein d'interviews, etc., etc. Et même, bon, pas besoin, parce que bon, on connaît le bonhomme depuis 23 ans maintenant, tu vois. Et voilà, je m'appelle DJ Flexta. Un de tes surnoms, c'est Flextabeux, tu vois la conversation. Oui, oui, je me suis toujours dit ça, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. J'attendais de te rencontrer un jour pour te le dire, mais on aurait dû se rencontrer déjà il y a longtemps, mais on s'est raté de très peu, etc. D'accord. En tout cas, merci d'être là, c'est cool. Bah, avec plaisir, merci de l'invitation. Je t'en prie. Alors, c'était hier l'anniversaire, 23e anniversaire de ton premier album. Ouais. 23e anniversaire de ton premier album. Moi-même, je te jure que j'en reviens pas. Non, mais donc, il y a un mec il est né le jour de ton premier album. Aujourd'hui, il a des enfants, tu vois. Ouais, je te jure. Ouais. C'est dingue. Hein. Ah, mais je te jure, c'est ça, c'est la vie, c'est ça. Hein. En 23 incroyable. ans, on fait des choses. Hein. Et t'es toujours là, toujours frais, toujours OP, toujours on te voit faire du sport et tout. Ouais, bon, là, un peu moins à cause des salles fermées et tout ça. Ne commençons pas sur ce sujet, sinon on laisse tomber. Non, mais alors c'est vraiment cool parce que voilà, on voulait discuter avec toi. Comme on l'a dit auparavant, c'est que tu es toujours actif. 23 ans après. Il y a des mecs, ils sortent un morceau, c'est terminé, un clip, un album. 23 ans après, tu es encore là et tu viens avec un projet qui arrive bientôt. Ouais, carrément. Bah ouais. Mais tu sais, bon, il y a des moments où je calcule ça, il y a des moments où je calcule pas. Ouais. Là, t'en parles, donc ça va faire partie des moments où je calcule. Et honnêtement, en fait, je vais pas dire que j'en reviens pas, mais je me dis, bon, déjà, le temps, il passe vite. Mais moi, je le sens pas comme ça. T'as vu, c'est-à-dire, bon, mon premier album, certes, il a 23 ans. Mais moi, je le sens pas comme ça parce que les gens le font tellement vivre, ils m'en parlent tout le temps, c'est un truc de ouf. Donc, du coup, c'est comme si, tu vois, il m'accompagnait tout le temps et que quelque part, il n'a pas d'âge. Ouais. Déjà ça, même si, bon, ça a vieilli, mais je me comprends quand je dis ça, symboliquement, il n'a pas d'âge. Non, mais t'inquiète, black don't crack. Voilà, et exactement. Et en même temps, voilà, je me dis que voilà, je continue à faire de la musique, ça déchire, quoi. C'est sûr. En fait, toi, tu es sur ta lignée, tu t'avances et voilà, tu fais pas attention, tu regardes pas en arrière. J'essaye de pas le faire, en fait. Ouais. Parce que franchement, j'ai fait tellement de trucs que je me dirais bah, à quoi bon pourquoi je compilerais tout alors que j'ai encore de l'inspi. Quand j'en aurais plus, je pense que là je regarderais et puis je me dirais bon bah voilà, peut-être il faut que j'arrête puis voilà, mais pour l'instant, j'en suis pas encore à ce stade. Ok. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler effectivement de tes débuts, de ton premier album et tout. Ouais. Tout le monde te connaît, donc on va pas te demander pourquoi tu t'appelles Bustaflex, où tu es né, qu'est-ce que tu as fait, etc. Ouais, je l'aurais pas fait, je te jure. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Et dans un second temps, on va parler de ton nouveau projet parce que j'ai vu un petit featuring là qui me, tu vois? Ouais. J'ai vu ça, j'ai dit c'est fait exprès, vas-y, je t'écoute. Non, c'est cool. Alors la première question, hein, elle est toute simple, mais c'est quand est-ce que la dernière fois que tu as écouté l'album, c'est quand? C'est quand on a fait la réédition. D'accord. Voilà, en 2018, là, c'est là que je l'ai réécouté. Et c'est tout. Vraiment que je l'ai réécouté, c'est à cette période-là. Ouais. Voilà. Ouais, et c'est toujours pareil. Les gens, ils t'en parlent souvent, j'imagine. Tu dois t'arrêter dans tous les sens. Truc. Comme je dis, il y a Jean-Pierre Foucault, on doit lui dire, fais ton dernier mot. Et toi, on doit te dire, tu fais ton job à plein temps tous les jours. Tout le temps, mec, tout le temps. Mais c'est bien parce que, tu sais, quelque part, tu sais, c'est ce qu'un artiste, il recherche aussi, quoi. Quelque chose qui fait que les gens, t'as vu, ils ont un lien avec toi un peu plus, juste avec un morceau, avec une accroche, avec un gimmick. Et ben voilà, tu rentres un peu dans leur vie, dans leur quotidien. Et puis, ça déchire. Moi, je kiffe enfin. Hein. Ah, parce que cette phrase, elle t'appartient. Ah ouais, carrément. Je fais mon job à plein temps, c'est à toi. Ah ouais. Alors que, en fait,
pour moi, c'était quelque chose de spontané, si tu veux, qui résumait pourquoi je suis dans le hip-hop, pourquoi je fais du rap. Et surtout, comme je sortais un premier album, c'était de leur expliquer que je suis à fond. T'as vu, je suis dedans et je fais mon job à plein temps, quoi, tu vois. Sans me dire que c'était une accroche et que c'était quelque chose qui allait me représenter et tout ça, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est le public qui s'est approprié le délire. Exactement, mais c'est ça, c'est la spontanéité. Ouais. Tous les classiques, tu regardes tous les MC, tous les trucs, même les réalités te disent non, c'est la spontanéité. On ne pensait pas que. Et c'est ça qui fait la magie en fait. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de calcul et tout. Alors, moi personnellement, je t'ai découvert en 97 avec le The Do sur la compile 432. Ouais. Ensuite, j'ai écouté Je Kick avec Menite. Et là, tout de suite, tu arrives avec le premier album en 98. Ouais. Et quand je regarde rétrospectivement, je me dis en fait, ouais, t'étais le rookie de l'année, en fait. T'étais le rookie de l'année, t'arrives en 98, bam, premier album, classique, etc. Enfin, rookie of the year, c'était toi. Ben oui, mais bon, honnêtement, oui, mais il y en avait d'autres aussi, quelque part, à la même période. Hein. Franchement, on était très riche. Ouais, on était pas mal d'artistes à exploser en 98. Hein. C'était quelque chose de ouf, hein, quelque part. Que ce soit dans les groupes, dans les collectifs, dans les rappeurs solos, même dans des artistes confirmés. Franchement, dans les années 90, et notamment cette année où il y a eu mon premier album, c'était chaud. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais après, toi, c'était ton premier album. Et le truc qui me choque, c'est que t'avais 20 ans. Ouais, c'est ça, ouais. 20 ans. Donc, toi, comment t'as vécu la chose à 20 ans, tout ce succès, etc. Comment ça... si tu veux, je l'ai super bien vécu, puisque quelque part, les gens, ils m'ont bien accueilli et j'ai eu un très bon accueil du public. Donc, moi, je l'ai super bien vécu. J'étais content. Je vivais l'instant présent vraiment à fond. Et puis, en espérant, enfin, c'est même pas en espérant, mais j'étais dans un truc où je me disais, ben voilà, j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va continuer. C'est ce qui m'intéressait, quoi, tu vois. J'étais vraiment pas sur un coup, moi. J'étais sur un truc où je me disais, la manière dont comment j'ai interprété le hip-hop et comment je le donne aux gens par rapport à tous les autres rappeurs, je savais que c'était différent et je voulais vraiment que les gens ils ressentent cette vibe-là pour que je puisse continuer à le faire, tu vois. D'accord. Ok, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool d'entendre ces mots-là de ta bouche parce que effectivement, c'est ce qu'on ressentait nous de l'extérieur, tu vois. En fait, pour te dire, ce premier album, c'était vraiment, on va dire, comment t'expliquer ça? La somme de tout ce que j'avais additionné depuis que 1989 où j'ai commencé à découvrir le rap français, tu vois. Ouais. Donc à partir de là, je me suis dit voilà, j'ai mangé, j'ai bu du hip-hop, j'ai chié du hip-hop à mort. Et là c'était le moment de faire mon premier album, même si j'avais déjà sorti un maxi, j'avais fait des apparitions sur l'album de l'Aune, j'étais sur Cut Killer Show, plein de freestyle, plein de choses qu'on fait, mon buzz. Mais en vrai de vrai, mon premier album, c'était pour dire, voilà, regardez comment je sais rapper. C'est ça, voilà. La carte de visite de... Voilà. Voilà, ouais. Exact. Franchement, c'est magnifique. Alors, chez nous, sur Parole Véritable, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit procédé. Je vais te montrer des photos et on va les commenter ensemble. Tu vas nous dire ce que tu en penses, etc. C'est des moments clés de ta carrière qu'on va commenter ensemble. Alors, je vais commencer par celle-là. Ah ouais, la 25 de DJ Posca. Big up à Posca. Scapo. Moi. Qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que dedans, il y a un putain de freestyle que j'ai improvisé sur une prod de Redman. C'était Pick It Up. Ouais. Et voilà, quoi, ça reste un très bon souvenir parce que je me rappelle presque de la session et tout, il y avait vraiment une super bonne vibe. Ça s'est fait en two shot, on va dire, en one shot. Et après, j'ai rajouté un petit peu après. Et voilà, ça aussi, ça m'a fait un buzz de ouf, malade. Parce que, je me souviens, cette mixtape, elle est légendaire. Cette mixtape, on en parle encore. De ouf. Et puis voilà, et puis d'être dedans, tu vois, tout ça, pour moi, ça faisait partie de mon, comment t'expliquer ça? De tout ce que j'additionne pour moi, pour me faire dans le hip-hop, pour m'affirmer, faire ma place et tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Ouais, surtout que tu vois, c'est une mixtape. Mixtape, un DJ, enfin. Et en cassette, faut pas oublier, hein. C'était une cassette, faut pas oublier. Cassette, exactement. Je la cherche d'ailleurs, mais bon, j'ai trouvé la dernière fois en vente, elle était à 200 balles. J'ai dit bon. Ouais, putain. Le mec, ils savent que c'est un objet classique et c'est très rare. Mais non, c'est le freestyle que tu avais lâché là-dessus. En fait, moi, ce qui m'avait choqué, c'est l'énergie. Tu vois, au-delà le flow, déjà, le flow, voilà. Ouais,
Mais parce que j'étais dans cette vibe-là. Moi, je voulais que ça ressemble à Redman. Je voulais que ça ressemble à tous les trucs. Voilà, tous les trucs que j'écoutais à cette époque-là. Je m'appelais Busta Flex, mais j'étais super fan de Redman. Mais plus, enfin, je veux pas dire plus que Busta Rhymes, mais je m'inspirais vachement de Redman dans l'énergie, dans comment il plaçait sa voix sur la prod, les flows qu'il donnait. C'était lui qui me donnait à manger de ouf à l'époque. De toute façon, moi, Redman, c'est l'un de mes rappeurs préférés. Donc, moi, je savais que c'était Redman. Là, tu as spoilé mes prochaines questions, mais c'est pas grave. Tant mieux. Tant mieux. Redman, ouais. Redman, c'est incroyable. Ah, laisse tomber, lui, mon pote. Redman, c'est voilà, c'est le hip-hop aussi. Hein. Faut pas tester ce mec-là. T'as vu, il est trop dedans. Il est trop dedans. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on va passer à la photo suivante. Ok. Photo suivante, c'est. Ah, ben oui. Bon, je me rappelle plus pourquoi c'était, mais bon, à mon avis, ça, c'était la promo avec Cool Chain pour mon premier album, ça. Alors, justement, moi, c'est la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est ta relation avec Cool Chain. Je trouve que c'est une belle relation qui a bien vieilli dans le temps, etc. Bon, on te voit là à tes débuts, mais on voit encore récemment dans la série Validé, vous êtes ensemble, où tu as lâché un petit couplet, tout le monde était abasourdi parce que le flow est encore là. Mais ça, c'est les doigts dans le nez, mon ami. Les doigts dans le nez, mon ami. Je trouve que c'est une belle relation. Tu vois ce que je veux dire? Les relations, on sait que le hip-hop, des fois, c'est compliqué. Mais là, je trouve que c'est une belle relation que, tu vois, ça fait plaisir de voir des mecs qui sont encore là, amis, en bons termes, etc. Comment ça s'est passé votre début de relation pour qu'il réalise ton premier album? Eh ben, franchement, bon, déjà, la rencontre s'est faite par hasard dans les locaux de Sony Music. Et ensuite, ben voilà, il m'a dit, ben voilà, on va commencer à travailler sur ton premier album. Donc, j'allais le voir chez lui pour commencer à travailler avant de rentrer en studio. C'est-à-dire qu'on a préparé quelques morceaux en amont. Et une fois que voilà que l'album il était, je sais plus, à la moitié ou un truc comme ça, ou je sais plus, on a commencé à rentrer en studio pour enregistrer les titres. Et puis les autres, ils se sont faits au fur et à mesure du temps, quoi. Pour moi, et la relation, elle était super bien, quoi, parce que, comme je te dis, j'allais chez lui. Donc, du coup, c'était pas une relation juste, je vais au studio et puis il vient et on travaille. C'était vraiment, il a appris à me connaître, il a pris du temps pour ça et vice-versa. Et ce qui a fait que, il a pu aller chercher en moi ce qu'il fallait pour faire cet album, quoi, tu vois. Pour moi, c'est presque une relation Phil Jackson, Kobe, tu vois ce que je veux dire? Genre le petit fougueux, là, on va le canaliser un petit peu pour le mettre dans les meilleures dispositions et le faire travailler proprement. Exactement, c'est ça. Parce que j'avais vraiment beaucoup d'énergie, mais ça partait dans tous les sens. Il fallait bien régler ça parce que moi-même, j'avais pas vraiment beaucoup d'expérience en studio. Il fallait qu'on canalise tout ça, quoi. Ouais, et après, on sait ce que ça a donné par la suite. Vous avez des formats people, etc., etc. Mais on va y revenir juste après. Okay. Je voulais enchaîner avec une autre question, avec une autre photo. Aïe. Là, c'est les deux Busta réunis. Grave. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette photo? Ben, ce que je peux te dire, c'est que ça, c'était en 95-96 à New York pour l'anniversaire de la Zulu Nation. Ce qui représente vraiment le hip-hop aux États-Unis à l'époque. Oh là là. Et franchement, attends, je t'interromps 2 secondes. Il n'y a pas plus hip-hop que ça. Busta Flex, mais c'est clair. qui rencontre Busta Rhymes à l'anniversaire de la Zulu Nation. Ouais, grave. Mais pour moi, c'est ce que j'avais envie de vivre. Tu vois, pour moi, c'était ça le hip-hop. Il y avait pas. Enfin, pour moi, il fallait aller au state déjà pour pouvoir ressentir la vibe et puis ensuite s'inspirer le plus. Et puis là, j'avais la chance avec les mecs avec qui j'étais de pouvoir aller dans ce genre d'événement-là. Et donc, franchement, je te dis, ça m'a mis une claque. Hein. Ça m'a mis une claque parce que bon là, tu vois la photo, c'est Armen qui l'a prise. Armen, c'est un photographe. Big up Armen. Il nous a remis sur live la dernière fois. Merci encore. Okay. Big up Armen. Armen, laisse tomber. Hein. Il a fait beaucoup pour le hip-hop de dingue. Bref, et donc big up à lui. Et si tu veux, voilà, lui, il était là aussi. Et il a eu la super bonne idée de prendre cette photo quelque part parce que bon, moi, j'étais au début de ma carrière, j'avais pas encore sorti d'album, rien du tout, pas signé en maison de disque, rien. Ouais. Et donc voilà, quoi, ça m'a donné une force de fou parce que cette photo-là, certes, c'est avec Busta Rhymes, on l'a prise, ça représente un truc de ouf, vu la chance que j'ai pu après pouvoir faire une carrière. Ouais. Mais ce qui est important
au-delà de ça, c'est que pendant cette soirée, cette journée plutôt de hip-hop, il y avait v'là les rappeurs, mon pote, hein, mais v'là les rappeurs de ouf, hein, tu vois. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir en live devant moi Fat Joe avec Big Punisher qui n'avait pas encore pété, gros. Et à cette époque, Big Punisher, quand il rappait, t'as vu, il était assis sur une chaise. C'est-à-dire qu'il était assis sur une chaise tellement il était balèze, il pouvait pas trop rester debout pour son souffle. Quand c'était à lui de rapper, il se levait, il venait faire son couplet, il niquait tout, on criait comme d'ouf. Mais c'est qui lui? C'est qui lui? Et ensuite, t'as vu, quand il avait fini de rapper, clac, il allait s'asseoir au calme, puis Fat Joe, il continuait. Mais c'était un truc de ouf. Je me rappelle aussi, à ce moment-là, pareil, j'ai rencontré Redman aussi, je l'ai vu là-bas. Je sais plus si j'ai pris une photo avec lui ou pas, mais je l'ai vu là-bas aussi. KRS-One, il a fait un freestyle à 10 mètres de moi, debout sur une chaise. Il a rappé comme ça à Capella. Je te dis, gros, il a rappé comme ça à Capella pour les gens. On devenait où? J'en avais les larmes aux yeux parce que je me dis, où je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a KRS-One qui est devant moi, debout sur une chaise, en train de péra et tout. Mais laisse tomber. Enfin, c'était n'importe quoi. T'as quoi? T'as 16, 17 ans? Ouais, c'est ça, 17 piges, 17, 16, je sais, ouais, c'est entre 16 et 17, comme ça, 95. Et voilà, quoi. Attends, il y a Armen qui a mis un peu. On est même allé dans le Bronx. Mais exactement. On a été dans le magasin. Bah, d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, d'ailleurs, parce que ça m'a choqué. On a été dans le magasin de Fat Joe dans le Bronx, parce qu'à l'époque, il avait un magasin de basket, de trucs hip-hop et tout ça, une boutique hip-hop. Et il y avait Big Pun exactement qui faisait la sécu, trop de trucs de ouf. Et je me rappelle que quand on est arrivé, t'as vu, il a dit, Fat Joe, il a serré la main à tous les mecs, enfin à notre équipe, et en disant ouais, merci d'être venu dans ma boutique, ça tue, vous venez de France, ça tue, tac, il a remercié les gens, clac clac. Et arrivé à WAM, il m'a juste check, tac, il m'a dit ouais, salut. Il est passé à autre chose. Moi j'étais deg, parce que je me suis dit il a dû voir que j'étais un Renoir, donc du coup peut-être qu'il s'est dit que je suis d'ici, je sais pas, t'as vu, il m'a à peine calculé. Ouais, je sais pas, mais j'étais deg de ouf. Mais bon, c'était de la boucherie. Hein. Le mec, il a été super respectueux, il nous avait bien accueillis pour les Frenchies. Donc voilà, anecdote de ouf, ça aussi. Mais magnifique. Mais là, tu te rends pas compte à quel point c'est hip-hop. Il n'y a pas plus hip-hop que ça, en fait. Mais j'en ai plein des anecdotes, hein, mais c'est parce que jamais dans les interviews ou dans les trucs qu'on me demande. Ouais, tu me dis, rappelle-toi de Jingues avec la meuf qui dansait sur du reggae et qui a whiné sur nous. Je me rappelle même pas de ça. Je me rappelle des Jingues à l'époque, c'était la mode, mais je me rappelle pas de cette anecdote. Ah, ça t'a marqué, Armen, ça. Déjà. Non, magnifique, super. Merci pour cette anecdote. Hein. Une exclusivité parole véritable, hein, toujours. Hein. Nous, on va essayer de poser des questions. Hip-hop, pas te demander des trucs. Oui, tout le bootcamp clip. C'est vrai qu'il y avait tout le bootcamp clip aussi. Ah ouais, ok. Ouais, il était là, le bootcamp là-bas. Il y avait Smith et Wesson à fond. C'est vrai, quand il me dit, je me rappelle. Ah ouais, les chaînes Price. Non, mais c'était, franchement, c'était. Là, je crois même il y avait Rakim qui était passé aussi. Je crois, je veux pas dire de conneries. Et si tu veux, c'est un truc de ouf parce que voilà, il fallait être là-bas. T'as vu, les mecs, ils venaient, ils passaient, ils restaient peut-être pas toute l'après-midi, mais ils passaient, donnaient du respect. T'as vu, voilà, c'est la Zulu Nation, c'est le truc hip-hop, on respecte. T'as tous les mecs à l'ancienne qui sont là, les DJ, les machins, c'est un truc de ouf. Franchement, laisse tomber. Ouais, j'ai la chance. J'y suis allé 2 fois, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. Ouais, 2 fois, 2 Zoulous, j'ai fait. Ah, mais tu vois, il confirme qu'il y avait Rakim. Rakim aussi. C'était confirmé par Armen et tout, donc c'est magnifique. Mais oui, parce qu'il était avec nous, il était là-bas. Ouais, je sais, c'est ce que je veux dire. Alors, moi, ce qui m'intéressait en te montrant cette photo, c'est que toi, en fait, tu as toujours assumé ton côté rap carré, quoi. Ça vient de là-bas, nous, on le transcrit en français, mais on n'en fait pas une autre version où on essaie de mettre autre chose que les ingrédients de base. Attends, je vais baisser le truc parce que je te vois pas. Ouais, attends, c'est normal. Attends, j'ai enlevé la photo. Ah, ok. En fait, voilà, pour moi, je te montrais la photo parce que toi, tu as toujours assumé ce côté-là. On sait très bien que tes pères, en France, ici, ils n'aimaient pas trop assumer, revendiquer ce truc-là. Pour des raisons qui les regardent, on n'est pas là pour parler de ça. Mais toi, tu as toujours assumé. Ben oui, mais parce que c'est ma culture. Exactement. Ouais, moi, j'ai rien. En France, c'est pas le rap français, il vient pas de la France. Le rap, il vient pas de la France. Donc, après, c'est clair que c'est pas la même langue, mais pour pouvoir faire du rap en français, il a bien fallu écouter du rap américain. Donc,
Donc moi, c'est pas, j'ai jamais dit que j'aurais voulu être américain. J'ai dit si j'étais né aux States dans un lyrics. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, faire de la musique rap à cette époque, c'était s'inspirer des Américains. Je voyais pas comment faire du rap français en fait, à part le dire, à part le vocabulaire français. Je voyais pas comment faire du rap français. Ça ressemble à quoi du rap français? Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr, bien sûr. Donc l'identité, je pense qu'elle est venue après. Tu vois, elle est venue après, elle était beaucoup plus stricte, l'identité du rap français, elle n'était pas hip-hop. Et voilà, et moi, si tu veux, ben, c'était ces valeurs-là, c'était cette vibe-là qui me faisait kiffer, quoi. C'était de me dire que voilà, c'est une musique que je peux vivre, tu vois, que je peux vivre, même si le rap français, ça se vit, mais c'était plus dans le délire où, par rapport au code et les délires qu'ils montraient dans les clips Quinry ou même dans ce que j'ai pu voir au State et tout ça, c'était de vivre cette culture. J'avais envie de la vivre en France. Sans parler qu'Henry, t'as bien vu, j'ai jamais fait du franglais ou du franglish dans mes textes ou des trucs comme ça. J'ai toujours resté vraiment français. Ah ouais, t'as la langue de Molière, mais voilà. Mais voilà. En fait, je pense qu'il y avait un malentendu à la base et que tout le monde a mal compris ce qu'on voulait dire par faire du rap en français. C'est que, effectivement, on va pas rapper en anglais, mais je pense que c'est l'énergie que tu mets dedans, le flow, l'attitude qui fait que. Carrément, c'est carrément ça. Et toi, dès le début, en fait, moi, c'est ce qui m'a marqué. Hein. Ah ouais, le flow, tant mieux, parce que je voulais que ça ressemble à ça. L'énergie, et effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'ai reconnu du Redman, j'ai entendu du Cool G-Rap, tu vois ce que je veux dire, j'ai entendu des vrais MC, des kickers. Ouais, à fond, ben moi, c'est ce qui m'inspirait, tu vois. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là, moi, je suis quand même en apprentissage. Je suis pas en mode, c'est bon, j'ai fait le tour du rap, je connais tous les flows, donc je rappe à ma manière. J'étais vraiment dans un truc d'apprentissage. Donc, à chaque fois que j'entendais des placements, des trucs que je connaissais pas, une manière de se placer différemment sur l'instru, moi, ça me parlait direct. Je me disais, ah ouais, putain, comment il a pris le truc, comment ça rimait ton, comment ça fait comme ça. Et c'est ça que j'avais envie de faire en français, parce que quand je vais rapper à l'étranger ou quand des Quinry ou d'autres gens, des Anglais, ils écoutent mon son, ou même des Espagnols, des Italiens, des Russes, des Polonais, des Asiatiques, ils captent ma vibe, ils captent. T'as pas besoin de comprendre le français. Je suis l'instru, tu suis mon flow dessus, mes rimes, comment ils tombent, t'écoutes les assonances, les mélodies, comment ça fait. À partir du moment où je gâche pas la prod, ça tourne, gros. Ouais, comme nous, on écoutait du Wu-Tang sans comprendre les paroles et on captait le délire. Oui, mais bon, après, bon, non, je veux pas aller me dire que c'est pareil. Non, je veux pas aller jusque-là, quand même pas. Non, ce que je veux dire, c'est que. En tout cas, c'est le rap Quinry, gros. Le rap Quinry, mais je sais, mais toi et le Wu-Tang, c'est à cause de vous que je suis pas devenu ingénieur. Ah ouais, pourquoi? C'est à cause de vous, les mecs. À balancer des morceaux comme ça, des albums et tout, au lieu de réviser. On était là, on écoutait les textes. Ah bah oui. C'est ça, mais même moi, il y a plein de trucs que j'ai ratés à force d'écouter des albums de Redman, de Da Young Stars, de Daz FX, de tout ça. Ça m'a donné trop d'inspi. Magnifique, magnifique. Et alors, en préparant cette interview, il y avait un fait que j'avais oublié. Mais en fait, toi, tu es le premier Planète Rap de l'histoire. Yes, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, là, on m'a envoyé un post là que j'aurais dû reposter. Là, faut que je le fasse d'ailleurs un petit peu. Où ça mettait un petit peu au clair. Je ne sais pas si tu as vu cette interview, cette vidéo-là, où ils expliquent que oui, que je suis le premier Planète Rap par rapport à un top que Fred Musa il avait fait des meilleurs moments. Et il avait fait un classement des 5 rappeurs, des meilleurs moments et tout ça. Et ce journaliste, je suis désolé, j'ai oublié son nom, et ben il a rendu à César ce qui était à César en expliquant que il m'a pas cité dans les 5 meilleurs moments des Planète Rap alors que je suis le premier Planète Rap. Le premier Planète Rap de l'histoire. Ouais, voilà. C'est incroyable. Ouais. Il y en a eu 1000, il y en a eu 1 million après. Mais le premier, c'est toi. Ouais, carrément. Voilà, j'étais venu présenter l'album tous les soirs avec des freestyles de fou. C'était n'importe quoi, en fait. De toute façon, j'écoutais. Hein. Moi, j'étais au rendez-vous, j'avais ma radio et tout, j'écoutais. Mais j'avais pas pris conscience que c'était le premier, quoi. Ben, en fait, ça s'appelait pas comme ça. Ouais. C'est-à-dire que ils m'ont proposé de, comment t'expliquer ça, de présenter l'album toute une semaine. Voilà, c'était ça en fait. Il n'y avait pas encore le nom, l'appellation Planète Rap. Et je pense que c'est venu après, le nom il est venu Planète Rap, boum après, puisque c'était le même concept, mais il n'y avait pas de nom en fait. Mais ça s'est présenté comme ça naturellement, il n'y a pas eu de je dois présenter l'album et voilà, tu viens toute la semaine. De ce que je me rappelle, c'est que voilà, ils avaient écouté l'album à Skyrock, ils avaient grave apprécié et donc ils m'ont proposé voilà, est-ce que ça te dit voilà, de le présenter toute la semaine, tous les soirs. C'est ce que j'ai dit, oui, direct, il n'y a pas de problème. Ok.
À fond. Alors, pour revenir sur l'album rapidement, là, ensuite on va passer à ton actualité. Ouais. Moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'est au niveau des prods, je demande toujours l'avis du MC parce que nous, on a un regard différent, tu vois ce que je veux dire. Au niveau de la prod, au niveau des prods de l'album, je sais qu'il y a du CDB Wax, j'ai oublié les noms d'autres cœurs, mais c'est quoi ta prod préférée à toi là-dedans? Si tu veux en retenir une. On demande souvent le morceau préféré, moi je te demande la prod préférée. Dans cet album, alors il faut bien que je réfléchisse à ma prod préférée dans cet album. De Mars, Mafdim, oui. Je crois que c'est le Zedou. Le Zedou. Ah, j'étais fier qu'elle dire ça. Ah ouais? Ce morceau-là, ouais. Ah, trop ce morceau-là, en fait, il a une vraie vibe ça nous rappelle notre ami du New Jersey, tu vois. Ah ouais, carrément, ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc, et puis dis-toi même un truc, c'est que le breakbeat derrière, c'est un breakbeat que EPMD, ils avaient utilisé. D'accord. Donc déjà, rien que ça, voilà, ça reste dans la même équipe, tu vois. Exactement, c'est le Dev Squad. Ah, magnifique, magnifique. Mais alors, on a parlé un petit peu plus tôt que Cool Chain, il t'avait aidé il avait réalisé cet album. Ouais. Mais j'essaie de m'imaginer comme ça, c'est quoi le morceau qui a été le plus long à boucler, le plus difficile à faire pour toi? Ça a été Ça se dégrade. D'accord. Ça se dégrade. Parce que c'était un titre où il fallait que je dise des choses. Et à ce stade-là de l'album, je crois que c'était un des derniers que je devais enregistrer. Et ben, j'étais pas du tout dans ce délire-là, donc c'était dur pour moi de rentrer dans un morceau conscient. Il fallait que je dise des trucs conscients, quoi. Alors que tout le reste de l'album était plus dans ma direction. Et à un moment, Cool Chain, il m'a dit, il manque un morceau comme ça dans l'album, il faut le faire. Et donc, voilà, c'est sur celui-là que j'ai eu un peu plus de mal. Ah, magnifique. Parce que ça, c'est l'époque où on réalisait des albums. C'est-à-dire que l'album, il fallait qu'il y ait à manger un peu pour tout le monde. Il fallait que ça raconte une histoire cohérente. Pas que dans un seul registre. Il fallait essayer de se diversifier, etc. C'est ça. Avoir plusieurs univers. Ouais. Voilà. Ouais, pour que ce soit monolithique et que ça puisse se saouler, etc. Voilà, c'est ça, exactement. Non, magnifique, magnifique, franchement. Et j'imagine qu'on doit te parler de cet album-là tous les jours. Et c'est quoi le morceau qui revient le plus quand les gens t'interpellent et tout ça? En général, c'est Job à plein temps, Majeur, Pourquoi, Ma force, ouais, après, pour la basse. Très fort. Hein. Voilà. Là, tu as cité mon top 3, top 4 des meilleurs morceaux de l'album, hein, mes morceaux préférés qui m'ont le plus marqué. Et que moi, quand c'est sorti, j'avais 13, 14 piges. Donc j'étais en plein dans le truc où j'étais une éponge à hip-hop, tu vois ce que je veux dire. J'absorbais. Ouais. Et là, je vois un mec qui rappe comme le mec que je kiffe, mais je comprends. Ouais, carrément, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. En plus, tu arrives avec un vrai cosign, avec une grosse écurie, t'as Cool Chain qu'il y a derrière et tout. Tu vois, c'est un gage de... Tu vois, le label rouge, là. Le label. Mais tu sais que tout ça, pour moi, ça, à ce moment-là, c'était une grosse force. Hein. J'étais en train de je réalisais, hein. Je me disais, mais putain, quand même, c'est un truc de ouf, t'as vu, j'écoutais les albums d'NTM, les maxi, enfin, tac, et là, je suis dans un game, là, où c'est carrément Cool Chain que j'ai écouté, je connais tous ces textes, qui va réaliser mon premier album, on va être en studio tout le temps, il me valide, c'est un truc de ouf, t'as vu, je me disais, mais c'est ouf, quoi, parce que quelque part, personne n'avait fait ça encore dans le rap français, tu vois. Donc, une grosse tête comme ça, un gros artiste comme ça, qui réalise l'album d'un jeune qui arrive là, putain, c'est fort. Après, je sais pas, hein, je spécule peut-être, mais j'ai l'impression que Cool Chain s'est un peu reconnu en toi, en fait. Il y avait une petite folie. Ça, je sais pas. Peut-être, hein. Ouais. Je sais pas. Honnêtement, c'est des trucs, c'est des bonnes questions qu'il faut lui poser, ça. Ah non, mais t'inquiète pas, un jour, si il passe voilà, ici, si on arrive à rencontrer, on lui demandera. J'ai l'impression qu'il s'est un peu reconnu en toi et il y avait un côté qui a pu s'exprimer à travers toi. Enfin, j'ai toujours eu cette impression, tu vois ce que je veux dire. La relation grand frère, petit frère, peut-être, je sais pas, c'est peut-être ça qui fait que. Ouais, peut-être. Mais il y a toujours eu cette alchimie et cette cohérence entre vous deux que j'ai apprécié. Tu vois, il était dans des clips, il participait activement et tout. Et ça, c'est magnifique. Bah ouais, mais parce qu'il kiffait, il faisait pas semblant. Donc, à partir de ce moment-là, t'as tout dit. C'est que du bénéf. Hein. T'as tout dit, effectivement. Alors, moi, je voulais te parler d'une autre relation que tu as. Ouais. Je vais te mettre la photo pareil. Hop. Ah, ça c'est mon frérot. C'est mon frérot Zo. Monsieur Zoxy, vous aussi, on vous attend sur Parole Véritable pour parler culture, mais
En d'autres temps, avec lui, mon pote prépare au moins 3 heures d'interview. Hein, J'imagine. Le truc, c'est que, alors, votre relation, elle est magnifique, mais le truc, c'est que, on va parler que musique, parce que je sais que vous êtes des amis et tout, mais moi, je trouve que votre relation, elle est super technique. C'est-à-dire, quand vous êtes sur des morceaux tous les deux, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc de friendly competition, tu vois ce que je veux dire? On est sur le même morceau, mais on se parle. C'est normal, ça. Parce que déjà, moi, là-bas, je suis un fan. J'étais fan des Sagepos avant de rentrer dans le game. Ouais. Donc, je me suis beaucoup inspiré de Zoxy, sur plein de vibes, plein de trucs. Il m'a montré des trucs sans qu'on se rencontre, qui m'ont appris des techniques et plein de choses. Et après, le fait de travailler ensemble, ben oui, moi, je veux être aussi fort que lui sur le morceau et lui veut être aussi fort que moi. Donc, et ça, on se le dit. Tu vas faire les morceaux, tu viens pas pour rigoler avec les gens. En fait, tout dépend de l'état d'esprit, du truc, tu vois ce que je veux dire, là, tu vois, mais en vrai, de fois, ouais, en fait, si tu veux, comment t'expliquer ça, c'est sain, ça, c'est de la compétition saine, tu comprends? Exactement. C'est-à-dire que ce soit avec Zox ou d'autres artistes où je suis venu poser des couplets, le truc, les mecs, c'est ce qu'ils attendent aussi de moi. Bien sûr. Tu vois, qu'on soit pote ou pas pote, ils ont envie que Bustaflex, il se fasse plaisir sur le morceau pour qu'eux aussi ils kiffent, tu vois. Et si moi je me fais plaisir, après c'est bon, c'est gagné. Moi c'est ça que je kiffe, hein. C'est faire plaisir à mon pote qui me dit oh bâtard, t'as tout niqué. Et que moi je lui dis oh là là, c'est quoi ce couplet ouf que tu m'as fait là? Bon vas-y, ok, t'inquiète pas. Tu vois, ça crée une émulation et ça augmente le niveau, quoi. Exactement. Parce que et même j'ai envie de dire ça fait partie de l'ADN du hip-hop. Ça fait partie de l'ADN du hip-hop, la compétition, l'envie d'aller toujours plus loin. Oui, mais en vrai, j'ai compris aussi des choses. Parce que ce que tu dis, regarde, j'espère pouvoir te montrer un autre angle. Un autre angle de truc. Ce que tu dis, c'est intéressant. Mais quand tu fais un feat, je sais pas ce que je vais dire. Je vais prendre des Quinry, par exemple. Je sais pas, tu prends par exemple, Redman featuring Snoop. D'accord? Tu crois que Snoop, il va rapper mieux ou comme Redman pour montrer que... Non. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a son truc. Eh ouais, gros. Donc c'est toi et ton feeling. C'est toi, est-ce que tu vas donner le meilleur de toi sur la prod qui fait que les gens ils vont ressentir et que tu vas donner. Parce que quelque part, c'est une escalade. Ah ouais, lui, il a rappé plus fort. Ah, faut que je rappe encore plus fort. T'as vu? Ou il a rappé vite. Ah, moi aussi, il faut que je rappe. Non. Tu comprends? Voilà. Chacun doit rester dans son registre et être une meilleure version de soi-même, quoi. Mais grave, parce que après l'auditeur, quand il écoute, voilà, tu donnes différents flows. Tu restes, ah putain, comment il le prend, lui, il est plus layback, il est plus posé. Ah lui, comment il kick dessus. Et pourtant, c'est la même prod. Mais c'est le feeling. Chacun donne son feeling, donne son truc. Et c'est ça que je trouve aujourd'hui, que j'ai compris, qui était très important. Tu vois. Non, mais dans la surenchère. On l'a vu à travers tous tes featuring, tous tes morceaux, que voilà, tu étais vraiment dans cet échange-là. Et que tu kiffais, quoi. C'est limite, on savait que tu étais dans la cabine en train de kiffer avec le sourire, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais carrément. Ça, c'est important aussi de rapper avec le sourire quand tu kiffes, quand tu es dans le truc, parce que ça rajoute du soleil dans le son, tu vois. On l'entend. Ça, on l'entend. On sent l'énergie, tu vois ce que je veux dire? Limite, le mec, il est en débardeur ou torse nu, il rappe, il kiffe, tu vois ce que je veux dire? Il kiffe, il veut plus sortir de la cabine, tu vois. Ouais, mais c'est ça, parce que c'est bon. Tout simplement. T'as tout dit. Tout simplement. Justement. Alors, puisqu'on parle des combinaisons, il y a une combinaison, moi, que je voulais absolument évoquer avec toi dès qu'on a discuté, dès qu'on a su que tu venais. Je me suis dit, non, je suis obligé de lui parler de cette combinaison parce que ça m'a marqué. Bon, je pense que tout le monde doit savoir de laquelle je parle, mais... Ah, ben oui. Bien sûr. Moi... Volte-face. Ce morceau, non seulement le morceau est magnifique, super bien réalisé, le clip et tout, mais l'idée même d'échanger les personnalités comme dans le film, non mais c'est incroyablement incroyable. C'est pour ça il faut remercier Jackie, Benji, Pete Bacardi, c'était leur idée. Hein. Big up à eux. Big up à eux, grave, parce que c'est eux qui nous ont soumis cette idée-là en disant voilà, on va faire des combinaisons, mais nous ce qu'on a pensé, on aimerait bien que vous rappiez le couplet de l'autre, On a dit c'est une idée de ouf, vas-y, ok, on le fait direct. Mais en fait, moi, le truc qui me choque, c'est que ça n'a jamais été refait. Ouais, c'est vrai. Ça n'a jamais été refait. Ouais, c'est une idée de malade. C'est carrément, tu peux faire même un projet comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais carrément, c'est clair.
Et j'ai envie de te dire que c'est pas n'importe qui est capable de faire parce que l'exercice de style, il est compliqué quand même. Parce que tu t'appropries le choix de quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est ça. Il faut que ce soit bien. Aussi, grave. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, mais en même temps, tu sais, quand c'est des mecs comme nous à l'époque, on avait un peu l'habitude du studio, l'habitude de ci, de ça. Donc pour nous, c'était une performance à faire pour faire un bon morceau. Voilà, c'était ça qui était intéressant, tu vois. Et du coup, chacun, je me rappelle que pour pouvoir faire ce truc-là, chacun avait son, enfin, on va dire d'ici, il a rappé son couplet. Et moi, j'ai rappé mon couplet. Et chacun après est parti avec pour l'apprendre par cœur. D'accord. Et le reposer comme il fallait, quoi, tu vois. D'accord. Ok, magnifique. Magnifique. Franchement, ça, c'est un morceau qui m'a traumatisé. Le clip et tout, mais le concept. Le clip, franchement, c'est magnifique. Alors, je vais enchaîner avec une dernière photo pour aborder un autre aspect de ton art à toi. Bien sûr. Aïe. Bien sûr. Bon, là, c'est les grands frères NTM. Ouais. Tu fais leur première partie. Grave. Truc de malade. Alors, moi, Dieu sait que j'ai vu plein de concerts dans ma vie. J'ai fait plein de concerts, j'ai fait tous les Américains, tous les trucs et tout. Franchement, NTM, ils sont dans mon top 2. Et ils sont pas un numéro 2. Fort. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, d'accord. Fort. C'est incroyable. Fort. NTM en concert, faut le voir au moins une fois dans sa vie parce que c'est incroyable. Grave. Mais ça, je l'ai souvent dit, hein, cette phrase-là. C'est vraiment un truc qu'il fallait le voir dans sa vie au moins. Franchement. D'ailleurs, il reste une dernière opportunité là, donc dépêchez-vous. Je sais pas s'il reste des places, mais. Ah bon, il y a un concert quand? Voilà, il n'y a pas l'ultime concert qui doit avoir lieu là. Ça y est, c'est déjà passé, non? Ah, je suis pas au courant. Ouais, j'ai vu un truc comme quoi, ultime concert ou je sais pas quoi. Non, c'est le DVD qui est sorti de l'année dernière. D'accord, autant pour moi. Je pensais que je me suis dit, je me suis dit, bon, vas-y, je vais réserver mes places. C'est la promo de l'ancien, enfin, de l'année dernière, quoi, enfin de 2019, du concert à Bercy. Ok. Toi, tu as rappé avec ces mecs-là. Enfin, tu continues même de faire des shows parce que régulièrement t'en faisais. Bon, t'as pas pu en faire l'année dernière. Toi, j'imagine que grandir à leur côté, voyant les meilleurs mecs sur scène français, même Carré, parce que j'ai vu des Carré qui est, franchement, j'ai vu Jay-Z, NTM, c'est 50 000 fois mieux. C'est un autre délire, c'est autre chose. Ouais. Mais je vous dis, ça paraît mais c'est incroyable. Toi, je sais que tu es bon sur scène. J'ai jamais eu l'occasion de te voir, malheureusement. Mais je sais que tu es bon sur scène et j'imagine que tu as appris à leur côté, qu'au niveau de l'énergie et tout, bon, ça doit être naturel chez toi. Mais ton jeu de scène, tout ce que tu fais, etc., j'imagine que tu t'es nourri aussi d'eux, tu vois, parce que tu fais partie du show carrément. Tu fais le show avec eux. Bien sûr, mais en fait, si tu veux, heureusement que quelque part, Cool Chain, il a réalisé mon album et qu'ensuite, je suis rentré dans leur équipe et que j'ai pu faire la première partie, faire toutes les tournées. Ça m'a apporté énormément. J'ai appris ce qu'il fallait apprendre, en fait, grâce à eux, tu vois. Sans qu'ils me disent, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu vois, tu comprends comment tu dois vivre ta musique, comment tu dois comment t'expliquer ça, j'ai pas le terme, mais en fait, quand tu es sur scène, en fait, tu renvoies ton morceau, ton disque, ton truc, mais on va dire multiplié, puisqu'il y a la scène, il y a du son, il y a des gens. Donc, à partir de ce moment-là aussi, c'est des instruments dont il faut savoir se servir quand tu es sur scène et que eux ils font ça, mais vraiment d'une puissance, mais laisse tomber, quoi. Et quelque part, pour moi, c'est la meilleure école, tu vois, c'est la meilleure école de live, de hip-hop. NTM, tu peux pas tester, quoi. Moi, grâce à eux, j'ai appris plein de choses. Ça a renforcé mon charisme et plein de choses sur scène. Et c'est lourd, quoi. Ouais, parce que malheureusement, il y a des artistes qui ont tendance à négliger cet aspect-là, mais l'aspect show, show, ça veut dire show, montrer, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que faut de l'énergie, il faut occuper l'espace. Mais c'est dans la mentale, il faut le vivre, le truc aussi. Tu vois, il y en a, ils sont plus posés, ils aiment bien rapper posé. Et le show, il se fait derrière avec beaucoup de fumée, des écrans, comme ça, tu vois. Et eux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est tout en même temps. C'est-à-dire que... Tu vas à un concert de NTM, tu ressors, t'as perdu 2 kilos. C'est le meilleur régime. Hein. C'est sûr, mais laisse tomber. 2 kilos, t'as perdu aussi 10% d'audition. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Le truc... Alors là, je voulais finir avec 2 dernières questions par rapport à l'album. Ensuite, on va passer à ton actualité. L'idée de la cover.
Ouais. La cover, elle est anthologique de chez Anthologique. Je ne sais pas si elle est sponsorisée par Jordan. Du tout, du tout. C'est ma propre initiative. Mais magnifique. Ouais, merci. Magnifique, parce que limite, on voit plus la Jordan que toi, tu vois ce que je veux dire. La Jordan 13, hein, Ouais, carrément, ouais. Bah, si tu veux, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que le jour de la séance photo, enfin, c'est pas que j'avais pas d'habits, mais je devais en acheter. Et donc, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait cette paire-là. Donc, je l'ai prise. Et après, je me suis dit, bon, bah voilà, ça va être pour la séance photo. On savait pas encore ce qu'on allait choisir. Et ensuite, à un moment, bon, voilà, j'ai choisi une tenue, clac. Et puis, le photographe, il me dit, vas-y, mets-toi assis, comme ça, essaie d'attraper l'objectif avec tes mains, parce que c'était un effet fisheye. Ouais, exactement. Et voilà, et tac, et puis du coup, c'est pour ça qu'on voit bien ma basket devant et tout. Mais donc ça fait partie des photos qu'on a prises. Et puis à la fin, ben, je sais pas, on a dû dire, voilà, ben, c'est celle-là, ce que je me rappelle plus trop, mais on a dû choisir celle-ci en se disant que voilà, elle donne bien. Mais c'était même pas par rapport à la basket, en fait. C'était vraiment par rapport à l'état d'esprit de la photo, tu vois. Et on trouvait que ça rendait bien. Ah, mais c'est pas que ça rendait bien, c'est que c'est iconique. C'est iconique la manière dont tu as posé, etc. C'est devenu un standard carrément de poser comme ça avec sa chaussure et tout. Ah bah ça tue, moi je suis content, hein, parce que quelque part j'étais à fond dans le basket, j'étais à fond dans le Jordan, donc c'était pas un hasard. Mais c'était surtout, quand je dis un hasard, c'est que quand j'ai acheté cette tenue-là, je me suis pas dit c'était pour la pochette. C'est plus ça que je voulais te dire en fait. Mais moi pourquoi ça m'a parlé doublement? Parce que moi je suis dans le basket, hein, j'avais pas remarqué. Tu vois, moi c'est le basket. Et le truc c'est que tout de suite, la pochette, en fait, elle m'a parlé. C'est-à-dire que tu avais tous les codes qu'il fallait. Bon, déjà, on savait comment tu rappais et tout, mais tout de suite, tu as mis la Jordan en avant à une époque où les gens qui portaient des Jordan, ils étaient rares. Ouais, quand tu portais une Jordan, les gens ils s'écartaient. Ouais, ils regardaient tes chaussures. Ouais, ils portent une Jordan. Lui, c'est quelqu'un. Lui, il est dans le délire carré et tout. Enfin, tu vois ce que. À cette époque-là, ouais, carrément. À cette époque-là, c'était quelque chose de porter une Jordan. Aujourd'hui, bon, voilà, c'est autre chose. Ça s'est démocratisé hein, pour le plus grand bonheur des poches de Michael. Mais toi, tu étais dans le basket. Je sais qu'on t'a jamais posé ce type de questions-là, mais c'était qui tes joueurs? C'était quoi tes équipes? Est-ce que tu es encore dedans aujourd'hui? Alors aujourd'hui, non, je suis plus dedans. J'ai décroché, mais laisse tomber, c'est honteux. Mais c'est honteux, vraiment. Mais je préfère l'avouer tout de suite que de faire le mytho. Si tu me poses des questions, que tu me parles de joueurs, laisse tomber. Ok, ouais. J'ai décroché, mais mes joueurs à l'époque, j'en avais pas mal. Hein. Bon, forcément Michael Jordan là-haut. Ouais. Et après, tu avais Scottie Pippen, j'étais un fan de lui. J'étais un fan de Clyde Drexler. J'étais un fan de Sean Kemp. J'étais un fan de Dee Brown. Parce que tout ça, c'est des mecs que je les avais découverts pendant le concours de dunk. Et c'est là que je me dis, ils sont forts ces bâtards. Et donc après, j'ai suivi un peu quand l'autre il jouait aux Celtics, l'autre il jouait au Seattle Supersonics. Exactement. Je kiffe aussi Dominic Wilkins parce que c'était en fait, voilà, moi j'ai Thomas le Moulin avant. Voilà, moulin avant de bâtard. Après, j'ai suivi, j'étais un gros fan de Sean Carter, Vince Carter plutôt, excuse-moi, Sean Carter à départ. Ouais, c'est pareil, mais c'est autre chose. Voilà. Il a une équipe de basket, donc en même temps, on n'est pas loin. De Vince Carter, Allen Iverson, tu vois, voilà, je me suis arrêté à ça et après, j'ai décroché. Alors, pour moi, l'énergie que tu avais, pour moi, tu avais un peu l'insolence. Charles Barkley aussi, j'oubliais. Charles Barkley, gros. J'étais fan de lui. BBTGV à l'époque, BBTGV. C'est comme ça qu'on l'appelait. Parce qu'avant, je te jure, c'est vrai, avant, quand il passait le basket à Canal+, c'était tard la nuit. T'as vu, super tard, tata. Ça n'a pas changé. Voilà, ouais, mais bon, ce que je veux dire, c'était plus une vibe d'aficionados, de mecs qui savaient. Et Georges Eddy et tout, ils avaient surnommé Charles Barkley BBTGV. Et c'était des... Il dit, moi je passe, moi je fais pas pour vous, moi je vais passer. Ah, c'est ça, il allait à fond et tout. Bah, Thomas, mon frère, il nique et tout. Ouais, c'était super. Mais pour moi, pour moi, dans ta manière dont t'arrivais, ton flow, ton énergie et tout, t'avais cette insolence de Penny Hardaway, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois très bien, avec son petit bout. Il pas d'être là, il est fort, il démonte tout. C'est ça, parce que je le voyais aussi comme un sport, le peur, tu vois. Et puis à cette époque-là, j'étais dans le skateboard. Hein. Donc forcément, ouais, comme tu dis, c'était lié. C'était de la provoque, c'était du jeu, c'était regarde comment je fais, t'as vu, regarde mon style, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça qui est important.
justement, je t'ai parlé de basket parce que c'est pour finir sur ton premier album. Le panier de basket. Le panneau de basket dans le clip de Job à plein temps. Mais c'est magnifique cette idée, c'est incroyable. Ouais, je sais pas, ça m'était passé par la tête. Ça, c'est un truc que je voulais faire parce que je trouvais que ça en jetait, quoi. Je me suis dit, vas-y, est-ce que c'est possible de faire ça et tout? Et on l'a fait. Et dans le clip, t'as vu, hein, j'ai les 13 rouges aussi. Attention. Oui. T'inquiète pas, ces détails-là, ils ne m'ont pas échappé. Mais le truc, c'est magnifique. Parce que moi, je l'ai jamais revu après. Peut-être que Master P ou je sais pas qui l'ont fait, peut-être Rich the Kid, ils l'ont fait. Roddy Ricch, peut-être qu'il a fait. Mais tu vois, les mecs, ils dunkent, mais que le mec, il rappe son couplet accroché comme ça au panier. En plus, ça voulait dire quelque chose à l'époque, quand tu restais accroché sur le panier comme ça. C'est que tu toisais le mec sur lequel tu viens de dunker, tu vois ce que je veux dire. Ça, dans les codes NBA, c'est quelque chose de très insolent, ça. Évidemment, de ouf. Et le mec, il a rappé son couplet entier comme ça. C'est ça. Non, magnifique. Mais j'avais quand même un harnais, quelque chose qui me retenait. Sinon, oui, ça, je l'avais lu dans un magazine. Ouais, voilà. Sinon, c'est impossible, frérot. Tu peux pas tenir aussi longtemps. Mais le truc en plus, c'est que ça, c'est la deuxième version du clip, parce que vous avez fait une version avant dont je ne suis pas satisfait. Ouais, exactement. Donc, du coup, on s'est plus lâché sur la deuxième version. Franchement, ce plan, je t'ai dit, t'as une histoire avec le basket. Trouve un délire avec la NBA, je sais pas, arrange-toi avec eux, tu leur dis les mecs, regardez ce que j'ai fait pour vous. Ah mais non, c'est trop tard. Ouais, bon. C'est à Nike que je devrais envoyer toutes les factures, mon frère. C'est incroyable. Justement, puisque tu parles de Nike, moi je voulais te poser quelques questions aussi sur... Aïe, dis-moi tout. Sur ce modèle-là ou sur les baskets? Sur ce modèle-là, mais sur ton amour de la sneakers. Parce que ça fait partie, c'est un élément de la culture aussi. Le linge, ça c'est trop. Sneakers. Je sais que tu avais eu une collection incroyable. Incroyable. Et je continue encore à en acheter. J'en ai perdu. C'est n'importe quoi, les sneakers chez moi dans ma vie. Et vas-y. Quand je monte celle-là, là, c'est parce que je sais même parce que je la trouve superbe. Je sais même plus ça, c'est des Winter, Air Max Winter, je sais, Boots, un truc comme ça. Et si tu veux, j'en ai plusieurs des comme ça. Ouais. Mais tu sais quoi, je crois même que je les ai même plus celles-là, je crois. Je crois que je les ai vendues, je crois, un truc comme ça. Parce qu'à un moment, je crois qu'elles étaient trop petites pour moi, ou je sais plus le délire. Mais ouais, toujours dans les sneakers, toujours. J'ai toujours des paires de fous. Regarde celle-là. Là. Tu la vois celle-là? La Worldwide, elle est sympa, celle-là. Ok. Ah oui, non. Je pense que de toute façon, voilà, nous on va travailler sur d'autres formats et je pense qu'il y a un format à faire sur les sneakers parce qu'il y a des gens qui ont des collections chez eux, c'est incroyable. Mais toi, laisse tomber. J'ai vu des interviews, j'ai vu des trucs que tu as fait où tu as montré des perles énervées. Je me suis dit, mais. Là, je sais pas si tu avais vu là dernièrement, c'est ça que c'est le hasard des choses. En fait, j'avais posté la Air Red parce que moi, j'ai la réédition de je sais plus quand, mais toute neuve. Et elle est restée dans la boîte, j'avais même oublié que je les avais pour te dire. Ah ouais. Et bref, mais bon, j'aime pas trop rentrer de dire ce genre de choses-là parce qu'on va dire ouais, nanana. Non, mais c'est beaucoup de paires. Moi aussi, des fois, il y a des paires, je les oublie. Ouais, voilà. Donc, et quand j'ai ouvert la boîte, je les ai vus, j'ai fait oh, truc de ouf et tout ça. Bim, quelques temps après, ils ont fait la réédition. Et là, j'ai vu, là, ils vont sortir les Ken Griffey. Attention. Ça, là, ça rigole pas. Parce que lui, en fait, c'est une paire que je l'ai acheté en 3 exemplaires et je les ai perdus avec le temps. Tu vois, c'est un truc de fou. Dans des déménagements, dans des trucs. Ça nous est tous arrivé. Ouais. Voilà. Et là, ils les ressortent. Là, ils les ressortent le 15 février. Ils les ressortent. T'as vu, je sais pas si tu les vois. En fait, lui, c'était un joueur de baseball. Ouais, je vois. Ils lui ont fait un modèle et lui, c'est 24. Donc, en haut, sur le scratch, il y a écrit 24. Le modèle, il est incroyable. Sous la semelle, tu as une balle de baseball avec un clou qui traverse, je crois, ou je sais plus. Il y a le signe Nike, là, au-dessus du pied, c'est un modèle de ouf. Franchement, celui-là, j'en ai acheté plusieurs parce que il est trop beau. Ce modèle, il est magnifique. C'est pour ceux qui kiffent les sneakers, les baskets montantes. Cette paire de Nike, j'ai jamais compris pourquoi elle a jamais été démocratisée. Donc là, ça va le faire. Peut-être les gens ils vont se réveiller dessus. Peut-être. D'ailleurs, si t'as des plans, bon, je fais j'ai pas de plan. Si t'as des plugs, parce que aujourd'hui, pour avoir des sneakers, c'est de plus en plus compliqué. Non, je vais au magasin comme tout le monde et je me démerde. Les mecs, il veut pas faire croquer. Personne. Non, tranquille. Ok. On a fini pour cette période-là. Maintenant, on va parler de l'actualité parce que ce qui est important pour nous, c'est que, voilà, nous, on n'est pas dans la nostalgie, tu vois ce que je veux dire. On est vraiment dans la célébration de la culture parce que c'est important. Dans le rock'n'roll, etc., les mecs, ils écoutent ACDC, ils se disent pas, c'est de la nostalgie. Ils écoutent des anciens morceaux, des trucs.
Parce que ça fait partie du truc, en fait. Moi, je le prends comme un tout. Carrément. Le passé, le présent et même le futur, tu vois. Bien sûr, bah, c'est normal, c'est la vie, c'est la musique, ça nous accompagne, ça fait partie du truc. Et franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir quand j'ai vu que tu sortais un nouveau projet parce que, voilà, les mecs, ils sont encore là. Parce qu'on dit plein de choses sur la musique, hein, tu dois en entendre plus que moi. Oui, c'est ceci, c'est cela, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de là. Et toi, dans ton nouveau morceau, tu dis, même sans oseille, on fait le taf. Sans genre, on fait le taf. C'est ça. Bah, parce que quelque part, moi, je suis pas un artiste qui fait ça pour l'argent. C'est-à-dire que l'argent, faut bien vivre, c'est mon métier, donc faut bien que j'en gagne. Mais quand je dis sans genre, on fait le job. Ça veut dire que quand je suis en studio ou quoi que ce soit, c'est pas l'argent qui fait mon inspiration, c'est pas ça qui va faire que je vais kiffer plus le hip-hop ou moins ou quoi que ce soit. Et que à certains moments, bah ouais, t'as moins de genre, mais tu fais quand même le taf parce que la passion, elle est là. Et c'est ce que j'ai vraiment voulu mettre en avant, c'est que je vous donne du son en fait, je vous donne de moi. C'est, tu vois, sans genre, on fait le job. C'est que c'est important pour moi. Ça veut dire que t'inquiète pas, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de son, de passion. C'est une histoire de talent, de passion et de dedication, comme on dit. À fond. Non, magnifique. Alors, ce projet, il s'appelle C'est pas sérieux. Ouais. Pourquoi c'est pas sérieux? Bah en fait, c'est le nom d'un titre. D'ailleurs, je l'ai appelé, ouais, c'est pas sérieux, mais c'est le nom d'un titre qui s'appelle C'est pas sérieux et où je vais pas spoiler, mais c'est juste un très 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 bon titre que j'ai fait, pour pas dire un de mes meilleurs, mais c'est un titre performance qui est très très lourd et dedans je dis il y a pas de refrain et dedans je dis plusieurs fois c'est pas sérieux, mais ça tout est lié par rapport à mes lyrics. D'accord. Parce qu'il s'appelle comme ça. Il faut écouter le morceau pour comprendre. Ouais, parce qu'on sait que tu es bon en storytelling aussi. Donc, à mon avis, tu dois raconter quelque chose avec un cheminement. Je peux pas te dire. Tout ce que je sais, c'est que si j'ai décidé d'appeler mon album, enfin mon projet, mon EP, c'est pas sérieux, de donner le titre de ça, de l'appeler avec ce titre-là, c'est que c'est vraiment, j'ai vraiment voulu le mettre en avant parce c'est un très 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 gros titre. Ok, bon, on est impatient. Et ça sort quand du coup? Le 19 février. 19 février, donc dans quoi? Dans 15 jours, dans 2 semaines, ouais, voilà. Il sortira en vinyle, 300 exemplaires limités et en streaming, voilà. Mais partout, il y aura le vinyle. On essaiera d'attraper le vinyle. On essaiera d'attraper le vinyle. Alors, justement, puisque tu parles de vinyle, laisse-moi te raconter une petite anecdote. Dis-moi tout. Moi, j'ai 13 ans, 14 ans. Donc, je te découvre, toi, plein d'autres rappeurs, etc., etc. Moi, je viens de Mantes-la-Jolie. Donc, juste pour situer le truc. Ouais. Je rappais avec mes potes, dont Poison, big up à lui. J'ai rappé 2 jours. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et j'ai voulu devenir DJ très rapidement. Parce que j'avais un pote, on avait des grands qui nous ont mis le pied à l'étrier, etc., etc. Et le premier vinyle que j'achète de ma vie, de DJ, pourquoi Bustaflex? Ah ouais, trop fort. Putain, trop fort. Je l'ai pas là, j'ai essayé de le chercher aujourd'hui là, mais je voudrais savoir pourquoi. Merci déjà, ça défonce. Mais pourquoi t'as acheté celui-là? Parce que je kiffais le morceau. D'accord. Le morceau, il est magnifique. Mais oui, mais il y a rien à faire avec ce morceau-là pour être DJ. Je sais, mais en fait, passe-passe. Si tu veux, enfin, si tu veux, en fait, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dansant. En fait, j'avais acheté à Clignancourt. Ok. À Clignancourt, je marchais, j'étais avec mes potes, etc., etc. Et je lui dis, c'est bon, moi, je veux vraiment devenir DJ, etc., etc. Et on s'arrête devant le stand où le mec qui vend des vinyles. Et moi, je kiffais Bustaflex. Ouais. C'est-à-dire que je commence un truc, je vois le vinyle de Bustaflex. Et je sais pas, il y a eu un truc et tout, je l'ai pris direct. J'avais payé 50 francs à l'époque. 50 francs, mais c'était le prix, c'était le prix. C'était le prix de vinyle. 50 francs. Et j'y vais, je l'achète, etc., etc. Et j'écris, bon, je m'appelle pas Flexta à l'époque, après ça fait Alors, et Flexta, c'est parce que mon prénom c'est Alexandre. Donc à l'envers, ça fait Lexa, et j'ai fait un peu de bricolage, etc., etc. D'accord. Et c'est après, je me suis dit, ah ouais, mais Flexta 2, Bah ouais, moi, quand j'ai entendu ce nom-là, j'ai fait, ah bah voilà, il s'est inspiré. Bah, c'est un hommage, hein, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est un hommage indirect, mais quand même. Donc, mon premier vinyle, c'est toi. Putain, bah merci mon frère, ça me fait super plaisir parce que je sais ce que ça représente, tu vois. Exactement. Voilà. Moi, mon premier vinyle que j'ai acheté, c'était Cool J-Rap, pour te dire. Et pareil, au plus. Tout à l'heure, je te l'ai sorti dans tes influences. Ouais, je l'ai acheté au plus. C'était Hill Street Blues. Peut-être qu'on l'a celui-là, je crois qu'on l'a. C'est une boucherie, c'est une boucherie. Ah, mais Cool J-Rap, comme d'habitude. Donc, franchement, ouais, ça me fait plaisir de te dire ça parce que vraiment, ça me touche.
En plus, bon, voilà, moi, je suis de jolie, etc., tout ce qui s'est passé, machin, mais ça m'a fait beaucoup plaisir quand j'ai vu il y a 2 ans L'âge d'or. Et tout, ça m'a, franchement, j'avais les larmes aux yeux presque. Ah ouais, Parce que moi, ça me fait mon enfance. J'étais tiraillé, hein, mon rappeur préféré, truc, machin, enfin, magnifique. Magnifique. Et voilà, je salue votre maturité. Voilà, on est des bonhommes, on est des darons maintenant. Tu vois, ah oui, l'eau, elle a coulé sous les voilà, ponts. voilà. Ça fait 23 ans et tout, c'est magnifique. Et comme on dit, nous, voilà, on voulait te donner tes fleurs. Hashtag Interflora, toujours. Parce que, voilà, comme tu vois, June Champs, ils arrivent à faire un média pour donner leurs fleurs à des mecs dont on parle pas toujours, pas forcément. Ben, nous, on est ton public, en fait. On a grandi avec ta musique. On l'a vécu, tu vois ce que je veux dire. Moi, pourquoi c'est un morceau qui me parle tant et je le vois encore quand j'évolue dans ma vie et tout. Et tu vois, et les amis changent, l'argent les rend étranges, et si tu manges, mieux que il se venge. Quand je repense à notre enfance, tout soudé positif pour que les choses avancent. Aïe. Cette phrase-là, elle résume tout. T'es potes avec des gens, t'étais bien, etc. Quand on était petit, on calculait pas et tout. Après, on grandit, les enjeux, les machins, tu vois, des jalousies, des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Des trucs de merde. Et il y a des amitiés qui se brisent comme ça et tout. Et à chaque fois, j'en parle avec mes potes et je leur ressors ce lyrics-là, tu vois. C'est ça. Bah ouais, mais c'est ça, c'est du vécu, donc c'est normal. Non, franchement, magnifique. Ah bah alors, merci, ça fait plaisir. Ah, mais gars, non, on te donne tes fleurs, c'est important. C'était important pour moi de faire cette discussion avec toi parce que, voilà, t'es mon rappeur français préféré, c'est lui qui m'a donné envie de mixer, truc. J'ai acheté le vinyle et tout. Gars, c'est merde. Tout simplement. Alors, c'est merde. Séquence émotion terminée. Voilà. on va regarder le track listing, le track listing de ton projet. Yes. Je l'ai pris sur ton Instagram, donc on trahit rien, etc. On ne spoil rien. Il n'y a pas de problème. Alors, de toute façon, ça sort dans 2 semaines, donc il n'y a pas de problème. Ça sort dans 2 semaines, c'est un EP 7 titres, dont le fameux C'est pas sérieux. C'est ça. Il y a un seul featuring. C'est ça. Mais quel featuring? Oui, monsieur. Franchement, vas-y, je te laisse. Tu veux que je parle de featuring ou tu avais d'autres trucs à dire? Non, parce que moi, franchement, je vais écouter le projet parce que voilà, t'es un MC, je kiffe tous tes sons, etc., il n'y a aucun problème. Mais ce morceau-là, cette combinaison-là, je me demande à quoi ça va ressembler. Je suis ultra curieux. Ben, franchement, je pense que tous les kiffeurs de rap français, d'une certaine époque, ils vont kiffer ce morceau comme jamais parce que je l'ai fait pour eux, en fait. Tu vois, que ce soit dans le choix de la prod, dans le choix des invités aussi, bien sûr, puisque X-Men et moi, on n'a jamais rappé ensemble. Ouais, donc, voilà, c'était un truc à faire. Donc, on l'a fait et je te jure qu'on l'a fait du mieux qu'on pouvait pour faire plaisir chacun à nos publics respectifs. Et le morceau, il est très, très, très dangereux. Là, on l'a clippé la semaine dernière. Donc là, c'est en montage et tout. Et franchement, mec, laisse tomber, quoi. Moi, c'est pas parce que c'est mon projet, hein, mais moi, je connais le projet, je connais la musique. Je sais parfois peut-être des titres moins bien ou que j'ai fait ou ceci, cela. Je connais la qualité des trucs. Et honnêtement, celui-ci, ce EP déjà est tu, mais le morceau... C'est pour ça qu'il n'y a que eux en featuring. C'est pas parce que les autres ne méritaient pas, mais c'est parce que je me suis dit, bon, tant qu'à faire, et eux et moi, on n'a jamais rappé ensemble. Il fallait que je fasse le titre avec eux, quoi. Voilà. Magnifique. Magnifique. En plus, j'aime bien la manière dont tu les mets en avant. Vous avez pété un câble. Ah non, mais là, on est tous prêts, là. Là, on est centré sur le truc, là. Il y a 113 vinyles qui vont partir déjà. Ben, j'espère, parce que franchement, les gens vous seront pas déçus. Honnêtement, c'est un bon disque de hip-hop. Donc, c'est pas comme si, t'as vu, tu t'achètes un vinyle ou je sors un vinyle pour dire je sors du vinyle. S'il sort en vinyle, c'est vraiment que si tu le mets sur ta platine, tu vas kiffer, tu vois. Ah non, mais de toute façon, regarde, moi c'est clair. Le 19, je vais trouver le vinyle. J'essaie de te trouver, je te l'envoie par la poste, je sais pas quoi. Gel hydroalcoolique, masque et tout. Il faut que tu signes ça. Écoute-le. J'essaierai de retrouver mon pourquoi aussi. Si je te le signe avant qu'il ne te plaît pas, tu seras vénère. Donc écoute-le avant. Non. Non, t'en fais pas. Les yeux fermés. Les yeux fermés, ça, j'ai ultra confiance. Franchement, moi, j'ai fini à peu près de... j'ai peut-être une dernière question. Parce que là, tu parles de featuring. Ouais. T'avais jamais collaboré avec eux. Est-ce qu'il y avait il y a d'autres artistes avec lesquels t'as jamais collaboré et t'aimerais trop faire un morceau et puis
tu sens qu'il y a quelque chose à faire? Bon, alors, honnêtement, je pourrais pas te dire parce qu'il y en aurait peut-être trop. En vrai, mais en fait c'est le destin et le feeling. C'est-à-dire que là récemment là, je vais faire un titre avec Gros Dash. On n'a jamais rappé ensemble et tu vois, et c'est pas comme si on se forçait et tout ça. Donc c'est arrivé Big comme up ça. à Gros Dash, C'est un tueur, big up à lui. Et donc tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se passe comme ça, le destin, on rencontre, on l'a pas fait, on le fait, on sait pas, on est timide, on n'est pas timide, je demande, tu demandes pas. Voilà, ça dépend de ceux qui passent le pas ou pas, le cap ou pas pour pouvoir le faire, quoi. Et là, pour le coup, pour X-Men, c'est parce qu'on avait fait l'âge d'or ensemble. Et donc, du coup, on a passé du temps ensemble, on s'est apprécié. Et donc, après l'âge d'or, quand c'est terminé, on s'est vu. Et à partir de là, tac, et c'est là que j'ai dit, bon, les gars, il faudra qu'on fasse un titre ensemble. Ils ont accepté. Et c'est parti, quoi. Tu vois, c'est ça le hip-hop. On s'apprécie, on fait un morceau ensemble, et voilà, et... C'est ça. Et dans 23 ans, on en reparlera, etc. Ce sera mon ouais, si tu veux. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. En plus, ouais, j'ai appris que t'étais nouveau papa, donc félicitations à toi. Grave. Ouais, merci, mon ami. Franchement, ouais, c'est cool. Fraîchement papa. Et ça, fraîchement papa. Donc, tu vois, du coup, on me l'a sorti aussi, papa à plein temps. On me l'a donné à toutes les sauces. J'ai pas pensé, mais pour le coup, ben, c'est le cas. Mais c'est archi le cas, mon pote. Je cherche même pas. Je suis à fond. Donc, mais tu es dans les couches, dans les machins et tout. Ouais, les couches, les tétines, les biberons, voilà, toutes les vibes comme ça. C'est magnifique, c'est magnifique. En tout cas, voilà. Moi, j'ai un fils de 12 ans. Ah, ok. Elle est grande. T'es un grand papa, toi. Ouais, moi, j'ai un fils de 12 ans. J'ai deux filles derrière de 9 et 6 ans. Le truc, c'est que moi, j'ai racheté une chaîne IFI carrément avec un lecteur cassette pour leur faire des séances d'écoute. C'est-à-dire que je vais les asseoir. Papa relou. Cet album. Papa relou. Non, mais j'essaie de faire ludique. J'essaie de mettre en mode ludique. Mais papa, nous, on veut écouter Jul, on veut écouter quoi? Vous allez écouter As. Alors justement, moi, je suis absolument pas dans ce clivage de dire oui, non, ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Ouais, mais c'est plus de leur âge, c'est ça que je veux dire, en fait. Ouais, c'est clair. Là-dessus, c'est clair, c'est plus de leur âge, mais moi, j'ai vraiment envie qu'ils connaissent le tout, quoi. J'ai envie de leur transmettre ça. Vous choisissez ce que vous voulez, mais sachez qu'il y a Jul, mais il y a aussi Bustaflex, il y a NTM, il y a Salif, il y a Format People, il y a bien sûr, ces artistes-là. Il leur fait une mise à jour, en fait. Exactement, pour leur transmettre mes connaissances et savoir que pour eux-mêmes, ils apprécient la musique, ils apprécient l'objet. Sur Libye, je vais passer une case dédiée parce qu'on parlait de ça ce matin, la transmission. Voilà, c'est exactement. Et ça fait partie de notre mission en tant que c'est trop important. C'est trop important parce que si tu veux, si tu fais pas ça, eh ben, il y a que toi qui seras. Oui, exactement. Comment ils vont savoir si tu leur as pas dit? C'est aussi simple que ça. Ouais, tu vois, en plus, ça fait 23 ans que je suis DJ. Bon, j'ai des anecdotes, des trucs à leur raconter, des morceaux à leur faire écouter et tout. C'est un programme. Un programme pour eux avec une rédaction qu'ils doivent me faire à la fin, tout ça, un rendu. Je rigole. Ah ouais, parce que là, j'étais en train de me dire, ah ouais, t'es à fond, toi. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, je vais leur faire écouter des trucs. J'ai vraiment envie de leur faire kiffer et de leur transmettre ces trucs-là parce que c'est ultra important. C'est ultra important. À l'heure du streaming et tout, c'est important de cultiver la culture de l'objet. Donc, toi qui fais croissance vinyle, c'est très important et je pense qu'ils vont partir très, très vite. Ben, j'espère. Moi, tout ce que je sais, c'est que voilà, tous ceux qui l'achèteront, qui sont DJ ou pas, ils kifferont l'avoir en vinyle, c'est sûr. Ok, cool. Voilà. Ok, cool. Alors, je ne veux pas te prendre la tête avec les questions. Est-ce que le format People il va se reformer, blablabla, ça on ne sait pas. En tout cas, pour cette interview, j'écoute régulièrement. Mais là, j'ai bien réécouté les projets. Mais c'était technique, mais on se rend pas compte en fait à quel point c'était technique. Ah mais de ouf en vrai, de ouf quand tu écoutes le morceau, juste le morceau format People. C'est celui-là mais c'est incroyable. Mais rien que le couplet de Cool Chain, les placements, les rimes, les tout. C'est ça. Cool Chain technique, Zoxy ultra technique. Toi t'arrives, la manière dont t'arrives, non, t'es arrivé, t'as dit bon. Je me place, ah là. Tu vois, c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que quand t'arrives, tu soignes ton entrée et tu soignes ta sortie. Les mecs, ils oublient ce paramètre-là, mais comment tu rentres et comment tu sors d'un couplet, c'est important. Ça fait partie du truc. C'est important, c'est super important. Surtout l'entrée, je pense que l'entrée, c'est primordial. La fin, tu as raison, c'est important, mais je te jure que c'est l'entrée là qui fait que si tu as une bonne entrée, le mec, il va comprendre, il va rentrer dans ton délire et c'est gagné.
Moi, ça me rappelle, en fait, de toute façon, c'est toujours pareil. Moi, ça me rappelle une entrée de Redman. Non seulement dans le son, mais même dans le clip. C'est même pas, c'est le morceau de The Weeknd de Dave Lister. Ah ouais, c'est le weekend, Saturday, Sunday. Ce morceau-là, Redman, il rentre, c'est un pizzaiolo, genre il a une toque, etc., etc. Il arrive avec plein de pizzas, on voit pas son visage. Tous les gens, ils prennent des pizzas. Dès qu'il n'y a plus de pizza, il commence à rapper. Ah ouais, lourd. Oh là 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 là. Je me rappelle pas de celui-là. Lourd, lourd. Tu vois, et voilà, il y a des mecs comme toi qui ont compris ce petit élément-là, qui font que des mecs comme moi, 23 ans après, ils sont encore choqués, tu vois. Ben, ça fait plaisir, hein, merci. Hein. Mais je te dis, tout ça, c'est du travail. Hein. C'est vraiment du travail, de la passion. Beaucoup écouter pour comprendre. C'est important de comprendre ce que tu fais, ce que tu veux faire, en fait. Et ce que tu fais qui est claqué aussi, c'est important de pas se dire que, tu vois, c'est bien, en fait. Et d'accepter la critique. Et puis voilà, moi je trouve que comme ça, moi je vis bien mon rap en fait. Hein, mais je connais la puissance, je connais ma puissance, tu vois. Et je sais la doser, je sais à quel moment j'ai envie de faire ci ou de faire ça. Donc ce que je veux dire, c'est que je peux pas tout le temps donner la même chose. Tu vois, ça dépend de mes humeurs, ça dépend de ce que je vis, ça dépend de ceci, cela, tu vois. Donc c'est important que je te dise ça parce que là, ça me fait penser à un truc où que, par exemple, le dernier morceau que j'ai sorti, les gens ils viennent m'attaquer parfois en me disant ouais, il y a du vocodeur dans ton morceau. Mais déjà, c'est pas du vocodeur, c'est de l'autotune. Donc déjà, rien que ça, parlons des bons termes, tu vois, utilisons les bons termes. Donc oui, il y a de l'autotune. Donc du coup, mon morceau il est claqué parce qu'il y a de l'autotune. D'une, de deux. Ils me disent oui, c'est commercial. Pourquoi tu fais du commercial? Parce qu'il y a de l'autotune. Donc pour les gens, quand il y a de l'autotune, c'est commercial. Ouais, okay. Mais bon. Donc, mais tu vois, c'est important. Après, justement, ça c'est des gens qui manquent de cette culture pour savoir nuancer et comprendre. Ouais, mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que en 2002, je sors Neuf Respect, moi je ramène de la talkbox. Donc déjà, ce genre de sonorité-là, c'est quelque chose que moi j'aime et que j'ai mis dans un de mes disques et que Neuf Respect, ça a été un tube, c'est un classique, gros. Donc, quelque part, je suis pas dans un truc où moi, ça me dérange ces sons-là. Moi, je trouve que si c'est bien fait, que ça apporte un truc à Mazikmu et que j'ai envie de le faire, je le place, tu vois. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que quand je dis, je peux pas tout le temps donner la même chose ou être ceci, cela, c'est que quand on me dit, ouais, ça manque de morceaux à l'ancienne, pourquoi tu kicks pas comme ci ou kicks pas comme ça? Mais je l'ai fait dans toutes les manières. Et ce que je veux dire, c'est que la musique aussi, elle évolue. Faut pas croire. Moi, quand j'écoute des Somora, moi, des fois, eh ben, je trouve que ça a super mal vieilli. Voilà, mais chacun son écoute, chacun son truc. Donc, ce que je veux dire, c'est que laissons le temps au temps, laissons les choses se faire. Comme tout le monde évolue, tout le monde change, tout le monde n'est pas tout le temps de la même humeur. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de vraiment d'écouter la musique, de pas la voir, de pas écouter, la ressentir et d'essayer de comprendre, de se poser, d'essayer d'écouter, de comprendre la musique. Sur la tête de WAM, pour moi ou pour d'autres artistes, je dis ça pour les gens, quand vous écoutez, je vous jure, écoutez. Après, si vous aimez pas, tout le monde. Mais c'est très important d'essayer de comprendre quelle démarche, qu'est-ce que l'artiste il propose dans le hip-hop ou dans la musique. C'est vachement important. C'est très important ce que tu dis, parce que tu as dit un terme clé, parce que les gens, effectivement, ils font un avis avant d'écouter. C'est-à-dire qu'ils entendent les deux premières mesures. Oh non, j'aime pas, il y a du vocodeur, et truc là. Mais en fait, c'est pas une question de vocodeur ou talkbox, ou truc. C'est bon ou c'est pas bon? C'est tout. C'est la musique. Et après, il y a même cette notion de comprendre ce que l'artiste il a voulu faire, là où ils vont en venir, là où l'artiste il veut nous emmener, parce que tu as dit un mot très important. Tu as dit doser. C'est ça. C'est-à-dire que l'artiste il peut pas te donner sur ton morceau. Non, c'est pas comme ça. Ben non. C'est pas possible. Il faut doser, il faut savoir subtilement. Il y a des morceaux où tu vas te poser pour dire un truc qu'on entend plus. C'est ça. Mais un morceau, c'est juste, il y a une vibe. Et puis, comme je voudrais rajouter ça aussi, ça fait partie, si tu veux, de la vie de l'artiste de proposer des trucs. Quand, je sais pas, tu prends James Brown, un album qu'il a fait en 72, en 74, ce sera pas le même, parce que entre temps, il aura vécu ci, il aura vécu ça, il aura écouté ci, écouté ça, tel un speed, bim, il va proposer une autre couleur, comme les albums de Jay-Z, comme les albums de plein d'artistes qui essayent, tu vois, après t'aimes pas. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'espère, peut-être dans un an, ou dans moins, ou tu vas me réinterviewer si Dieu veut, et on va reparler de ce EP, tu vois, et on dira... C'est prévu, t'en fais pas.
Voilà, mais tu vois ce que je veux dire. Et on se dira, ouais, ben, à cette époque-là, ben, je pense à ci, je pense à ça, c'est pour ça qu'il est comme ça. Tu vois, donc je peux pas te dire, ouais, je suis toujours en deux spies, je suis toujours en ça, ou je suis toujours dans. C'est important parce que tu donnes de toi dans la musique. Mais oui, mais t'es un être humain, t'es un homme, c'est-à-dire que t'es un artiste, t'es un être humain, c'est-à-dire que tu t'es pas tout le temps triste, t'es pas tout le temps heureux, t'es pas tout le temps triste, t'es pas tout le temps truc. Voilà, il y a différentes émotions, différentes phases. C'est ça. Et moi, ce que je veux, si tu veux, c'est dans mes morceaux, dans mes projets, ben, c'est qu'il y ait différentes émotions, tu vois. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Je travaille là-dessus maintenant. Maintenant que je t'ai dit ça, quand tu vas écouter le EP, tu comprendras ce que j'ai voulu dire par rapport aux émotions et aux humeurs et à la proposition, tu vois. De toute façon, comme un grand philosophe l'a dit, hein, la musique, c'est le langage des émotions. Ben voilà, je savais pas, ben tu l'as dit. Emmanuel Kant. Ok. Ça, c'est pour frimer dans les dîners, tu sors ça. Ok, ça tue. Franchement, je vais pas te prendre plus de temps, Busta, mais une fois de plus, merci infiniment pour ton temps, pour ta passion. Là, tu vois, on a senti ta passion pour le hip-hop et tout, et voilà, j'espère que tu as senti la nôtre. Ouais, carrément. Notre sincérité, surtout. Parce que, bon, tu vois, nous, on fait ça, c'est dans un but de kiffer le hip-hop entre nous, parce que, voilà, on a un certain âge et tout, on est proche de la quarantaine, on veut kiffer avec les mecs qui kiffaient à notre époque, un certain style de rap. Il n'y a pas spécialement de médias qui en parlent et qui met en lumière et qui donne le fleur aux protagonistes, tu vois ce que je veux dire. Donc nous, on est là pour te donner tes fleurs, et voilà, avec sincérité, avec humilité, parce que c'est vous les artistes, c'est vous qui nous avez fait kiffer, qui nous avez fait grandir avec vos lyrics. C'est merde, merci beaucoup. Hein, et, et vous nous avez empêché d'être ingénieurs aussi. Ça a coupé, dis-moi quoi, ça a non, coupé. je disais, et c'est vous qui nous avez empêché d'être ingénieurs aussi. On écoutait trop de rap, on ne se concentrait pas. Non, mais je blague. Non, merci infiniment en tout cas. Alors, tout le monde, je ne sais pas si ton prochain EP il est en précommande ou quelque chose. Ouais, il est en précommande, ouais, déjà. Il y a le lien sur le profil de mon Insta. D'accord. Bah, allez tous sur le profil de Bustaflex. Allez précommander ce bête de EP. Vu l'énergie que tu m'as transmis et vu le featuring et vu ce que tu nous as dit de tout ce projet-là, je sens que ça va être une tuerie. Donc, s'il vous plaît, allez-y, allez le précommander. Je pense que ça va être vraiment bon. Mais gardez-moi un vinyle, hein, attention. Gardez-moi un vinyle. En tout cas, merci beaucoup, Bustaflex. Je t'appelle Bustaflex, c'est ton nom d'artiste, etc. Pas de problème, Flexta. Merci beaucoup. Donc, deuxième heure, c'est le Bougarneux qui va enchaîner. On va débriefer l'interview, etc. Et voilà. Si tu veux revenir, t'es le bienvenu. Juste pour écouter, je mets la batterie, j'ai plus de batterie là. D'accord. Je suis à 10% là, j'ai peur que ça coupe. En tout cas, bisous à madame et bisous au bébé et encore félicitations. Merci, pas de problème. Moi, je te remercie, je remercie vous, l'équipe, Parole Véritable, toi, Flexta, et tous les gens qui ont suivi ce live et tout ça. Merci à vous, l'aventure continue et restez à l'écoute là. C'est pas ça, très lourd, très lourd. Allez, on se retrouve pour la deuxième heure. Merci à tous. Tu connais la vibe.